Fabien Hulvain, bonsoir. Anaïs, bonsoir. Bienvenue pour cette deuxième soirée consacrée au jeu de rôle à Charybde. On avait été hyper heureux d'accueillir plusieurs auteurs des ateliers en juin dernier dans le cadre du colloque sur les 40 ans du jeu de rôle. Et c'est un plaisir de te recevoir une deuxième fois pour présenter cette fois ton tout dernier jeu, Sphinx. Disponible depuis hier. Voilà. Charybde à la pointe de l'actualité la plus brûlante. N'est-ce pas? Dans le JDR le plus mainstream. Pardon, je suis en forme. Donc, de quoi parle Sphinx? On joue une expédition scientifique qui va explorer des ruines et les personnages vont avoir des révélations métaphysiques qui vont les bouleverser et qui les dépassent complètement. Est-ce que, sur ce résumé, on pourrait dire que Sphinx, c'est un peu du Cthulhu? Alors, c'est une réponse à tiroir. C'est-à-dire que, le premier tiroir, c'est que c'est certain que j'ai eu envie de faire Sphinx, d'écrire Sphinx, parce que j'avais fait des parties de Cthulhu. Parce que j'avais fait des parties de Cthulhu dans lesquelles on découvrait des ruines, ce qui est un thème qui revient quand même assez souvent chez Lovecraft. Aussi parce... Mais voilà, parce que j'avais le sentiment que dans l'appel de Cthulhu, les règles ne sont pas faites pour ça. C'est-à-dire que, en dehors de faire tout le temps des jets de trouver objets cachés, il n'y a pas vraiment de règles ni pour savoir comment créer ces ruines, ni pour savoir comment tu les explores. Quels sont les efforts que tu fais comme joueur, hein, pas comme personnage, pour explorer ces ruines. Donc bon, ça c'est un truc que je répète assez souvent, mais j'avais envie d'avoir que le jeu fasse vraiment son boulot, m'aide à moi en tant que MJ à préparer le jeu, et que ce soit pas moi comme MJ qui soit largué sur la thématique sans savoir très bien comment la prendre. Ensuite, le deuxième tiroir, c'est Innommable, qui est un jeu de Christophe Buckley, qui malheureusement ne sera sans doute jamais publié, mais qui est disponible. Vous tapez Innommable sur internet, et c'est pour moi un des meilleurs jeux il appelle ça de l'horreur métaphysique. C'est un jeu qui rend vraiment dingue quand vous y jouez. En général, ça crée une espèce d'ambiance assez bizarre, de création un peu malsaine, et dans lequel il y a des révélations qui tombent. Effectivement, régulièrement des révélations sur la métaphysique. C'est-à-dire que on a régulièrement, on apprend en fait sur le monde et sur l'arrivée de la menace. Le troisième tiroir, c'est que, donc, pour terminer là-dessus, Sphinx est vraiment construit à partir d'Innommable. C'est-à-dire qu'en général, quand je construis un jeu et que j'en suis au moment où je veux faire mon système, jusque-là, le seul truc qui ait marché, ça n'a jamais été d'inventer ex nihilo les règles. Ça a toujours été de reprendre un jeu et puis de le bidouiller jusqu'à temps que... avant le podcast, Thomas, tu me posais la question de savoir comment je crée un jeu. En général, voilà, ça c'est une de mes réponses. La Saveur du Ciel, c'est par exemple une reprise de Breaking the Ice d'Emily Carbos. Et Monostatos, c'est une reprise de Slay With Me de Ron Edwards. Et donc, tu bricoles, jusqu'à temps que tu aies un jeu qui te plaise, quoi. Et le troisième tiroir, c'est que quand tu parles de Cthulhu c'est toujours négatif. On est d'accord là-dessus. Hein. Les expériences positives dans Cthulhu, les gens qui... Et justement, j'avais envie avec Sphinx que... je trouve ça vachement intéressant, hein, que Lovecraft ou Cthulhu permettent d'aborder des questions de métaphysique et qu'on ait enfin une métaphysique qui soit quelque chose de négatif, où non, l'existence est pourrie à la base et puis il n'y a pas de sauveur, il n'y a pas de grand bonheur au bout. Mais en même temps, je trouve que c'est une thématique qui est pas tellement explorée en jeu de rôle, de s'intéresser justement à des expériences métaphysiques, à une métaphysique qui soit une métaphysique positive, quoi, où d'un seul coup on se dit ah ouais, ça va, il y a un sens à l'existence, quoi, il y a une réponse à la souffrance, quand je mourrai je disparaîtrai pas simplement comme ça. Ça peut paraître un peu niais, mais je trouve que c'est intéressant quand même
que ça existe. Donc dans Sphinx, tu peux faire à la fois des trucs très très horribles à la Cthulhu, puis tu peux faire des trucs beaucoup plus, je veux dire, positifs, parce que je te dirais pas vraiment que c'est merveilleux. En général, ça répond quand même à des questions qui sont assez angoissantes, quoi. Donc voilà, c'est jamais entièrement bon, merveilleux, enfin beau. Ah, puisque tu parles du beau, Ouais. il y a un aspect moi qui m'a vachement plu, c'est que ça soutient vraiment le côté recherche scientifique, c'est-à-dire que bon, déjà les personnages c'est forcément des scientifiques qui se construisent autour d'une discipline, qui ont des moyens. Ouais. Ça c'est complètement fantastique. Non mais tu rigoles, mais ça c'est un vrai truc de game design, c'est-à-dire qu'à un moment mes joueurs n'arrêtaient pas de me demander oui mais est-ce qu'on a les moyens d'avoir une Jeep, parce que tu comprends, c'était des gens qui effectivement avaient fait de la recherche, hein. Est-ce qu'on a les moyens, est-ce qu'il faut demander, et puis au bout d'un moment je me suis dit mais c'est absurde, ça empêche le jeu de se faire. Donc on va dire que vous appartenez à une organisation secrète qu'on va appeler Alma Mater, parce que pourquoi pas, et qui en fait a des moyens absurdes. Enfin, ils ont de l'argent jusque par-dessus la tête. Et donc et ça permet de dégager tout un tas d'enjeux et de se concentrer sur les enjeux qui sont vraiment importants. Mais pardon. Et du coup, les joueurs eux-mêmes font des hypothèses, cherchent à percer un secret, Voilà. à comprendre. Et la mécanique soutient ça, soit en révélant des choses aux personnages, soit en validant des hypothèses des joueurs. Jusqu'au moment où tu peux même deviner toi-même en tant que joueur les futures, de futures révélations. C'est-à-dire que si tu arrives à comprendre un truc un peu, vous savez, par intuition, quoi, à comprendre un truc des ruines, tu es récompensé par le système. Bah oui, et en plus le système met en place un truc un peu chaud-froid, quoi. Voilà, enfin, c'est ça. Ça tombe pas comme ça. C'est ça, c'est ça. Le MJ te guide dans tes révélations. Ça, c'est un truc que Frédéric Sintès donc, et moi, on avait théorisé il y a longtemps, qui est ce qu'on appelle la rétention-fascination. Enfin bon, je vais être un peu théorique, qui fait partie de ce qu'on appelle les résistances asymétriques. Les résistances asymétriques, c'est des relations entre participants d'une partie qui sont centrales. Donc ça peut être de la négociation, ça peut être de la séduction, c'est-à-dire je fais un truc cool et tu me donnes des ressources, ça peut être de la confrontation, et ça peut être de la rétention-fascination. La rétention-fascination, c'est « Hey, regarde, ça a l'air super cool », et puis toi tu fais des efforts pour aller vers moi. Tous les jeux à secret, basiquement, sont construits comme ça. Et Sphinx, le but c'était d'avoir une espèce de jeu à secret complètement abouti. Même si c'est pas des secrets dans le jeu, vous savez, comme dans, je sais pas, dans Vampire, il y a des trucs, ou dans d'autres jeux, il y a des secrets à découvrir, c'est plutôt des secrets par partie, plutôt que dans le jeu. Et du coup, donc, il y a tout cet aspect recherche scientifique, hypothèse, etc. Et il y a aussi une vraie dimension poétique qui, moi, m'a vachement touchée, parce que moi, la science... et le système de jetons, quand tu valides des propositions qui sont justes, mais tu peux valider aussi des propositions qui sont belles, même si non, c'est pas ça, pas vraiment. Oui, exact. Et du coup, ouais, c'est vrai. Là, on s'écarte de la démarche scientifique et on peut tout à fait jouer sur le feeling, sur l'ambiance, sur la proposition poétique, en laissant, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un à la table qui s'y colle, quoi, pour chercher à comprendre vraiment. Mais ça soutient aussi il y a une vraie dimension poétique qui est dedans. Alors, ouais, soyons clairs, à la base, c'était pas un jeu sur l'archéologie. C'était pas un jeu où on devait jouer des scientifiques. C'est juste que j'ai depuis très longtemps envie de faire un jeu. En fait, si vous voulez, j'ai un espèce de jeu parfait, de jeu de rôle parfait en moi. Parfait pour moi, hein. Je dis pas qu'il serait le jeu de rôle parfait, mais un jeu de rôle parfait pour moi. Et qui toucherait justement à quelque chose de l'ordre de la beauté, du symbole, de la poésie, qui serait un jeu de rôle qui te permettrait de faire de ses participants des poètes et toucher aussi à des questions de mystique. Et donc, Sphinx, au même titre que Monostatos, ça fait partie de cette tentative de réaliser ce super jeu, quoi. Enfin, ce jeu de rôle parfait. Et quand je me suis dit, tiens, comment je peux y arriver, une des manières justement de travailler sur cette recherche, ça a été de l'archéologie. C'est-à-dire de dire, c'est vrai que tu vois, la découverte d'un site archéologique, c'est presque un poncif de la culture populaire, quoi. Enfin, vous voyez bien Prometheus, il y en a tout un tas d'autres. Indiana Jones, enfin bon, bref.
Et je me suis dit, voilà, là, il y a vraiment la matière à inciter les joueurs à explorer une esthétique qui serait l'esthétique de ces ruines et du message qui est derrière. Si je pars dans un tunnel, c'est-à-dire que je me mets à parler tout seul et que plus personne ne comprend de quoi je parle, vous m'arrêtez. Hein. Et donc, voilà. Le but effectivement de Sphinx, ça fait partie vraiment du vide fertile de Sphinx, ou de ce que j'espère être le vide fertile pour Sphinx, c'est-à-dire d'avoir que l'exploration des ruines pousse les joueurs, mais sans jamais les pousser directement, à explorer une esthétique et à la faire leur, enfin sienne, à s'emparer de l'esthétique de ces ruines. Et pourquoi il y a un message, pourquoi c'est pas juste une esthétique, et pourquoi il y a toujours pourquoi la civilisation en question a toujours deviné a toujours compris quelque chose sur la métaphysique, parce que justement quand je jouais à Prosopopée de Frédéric Sintès, qui est un autre jeu sur l'esthétique, j'adore ce jeu, hein, je le trouve vraiment très beau, mais une des limites, quand je dis une limite, c'est une limite pour y avoir joué encore et encore et encore, et pour connaître le jeu par cœur, pour avoir testé, retesté le jeu. Donc je dis c'est une des limites vraiment pour l'avoir longtemps joué, c'est que c'est toujours un peu le même message zen, écolo, qui est intéressant, mais enfin on s'en lasse quoi. L'avancée dans Sphinx par rapport à Prosopopée, c'est que justement ça peut être quelque chose d'autre, quoi. Ça peut parler de toutes les questions métaphysiques qui sont pas résolues, quoi. C'est quoi la conscience, c'est quoi le rapport au langage, comment on fait pour être heureux, c'est quoi la beauté, de quoi on parle quand on parle du sacré, etc., etc. Ça, c'était la première partie de ma réponse. La deuxième partie de ma réponse, c'est que un truc qui m'est un peu apparu en développant le truc, mais c'est des réflexions qu'on a en échangeant beaucoup avec Romaric Briand, donc qui est l'auteur de Sens, et qui lui aussi, voilà. Donc je fais le tour de tous les jeux de rôle qui sont en vente en ce moment dans les ateliers imaginaires, dans la Caraïbe. Sens, qui est aussi un jeu qui parle de science, puisque donc le grand méchant est un espèce de logicien absolu qui en fait a accès à la totalité qui a fini la science, comme certains physiciens espèrent le faire, quoi. Fin de la science. Et le mentor des personnages, qui est également qui est également un scientifique avec une autre vision sur la science. Et donc, dans ces réflexions avec Romaric, une réflexion que je me fais souvent, c'est qu'en fait, les gens qui sont scientifiques vraiment à un point très très poussé, c'est pas qu'ils redécouvrent Dieu, mais c'est plutôt qu'à la base d'une vocation scientifique, il y a certainement des questionnements métaphysiques, vous voyez, mystiques. Par exemple, je peux pas croire qu'il n'y ait pas une croyance religieuse en le fait qu'il y ait des règles uniques et universelles à la base, qui est pas un scientifique, un physicien, je pense, a cette conviction profonde qu'il y a des règles générales, uniques, qui valent un peu universellement, quoi, et qui est pour le coup vraiment une conviction mystique. Je sais pas comment dire ça, mais je crois vraiment que les liens entre poésie et science sont pas aussi étendus, ou métaphysique et science sont pas aussi loin que ce qu'on croit. Je veux dire, à la base de la science, il y a quand même de la logique, et la logique, si vous pensez à quelqu'un comme Wittgenstein, c'est quelqu'un qui est aussi très très mystique. Il y a vraiment un sentiment que les lois logiques sont le fondement de ces livres, de ces étagères, de nous. Enfin bon. On va revenir à du plus concret. D'accord. Parce que tu me poses des questions, je te réponds. Hein, ah mais tout à fait, tout à fait. Mais faut juste te méfier parce que j'ai tendance à y répondre complètement. Je vais y revenir en plus à la mystique.
il y avait un autre aspect que j'avais trouvé chouette, c'est que donc le jeu tourne autour de l'exploration d'un lieu et c'est vraiment, quelqu'un a comparé Sphinx à Myst, le jeu vidéo, et pour moi il y a vraiment ça, c'est-à-dire que le lieu est vide et on tourne et on cherche à comprendre des choses. Et pour un jeu d'archéologie par exemple, ça manque définitivement de nazis. C'est pour ça que je rigolais, parce qu'on revient vraiment à du concret. Mais... Les nazis, tu trouves ça concret? Oui. Mais il n'y a pas donc que l'aspect exploration, il y a aussi 2 leviers que tu mets en place pour rajouter la viande sur l'os, on va dire, qui sont d'un côté les dangers, les risques physiques que courent les personnages. Donc voilà, les éboulements, les ruines peuvent être habitées, il y a des bêtes sauvages, etc. Et ça fait explicitement partie de la préparation du MJ. Et côté émotion, ça fait aussi partie des mécaniques des joueurs de faire une pause dans l'enquête pour poser une relation, pour poser une ambiance, pour poser une réminiscence. Bref, pour laisser décanter le mystère et prendre de l'épaisseur aussi comme personnage. Parce qu'on n'est pas juste dans du cérébral, enfin, il y a aussi quelque chose de plus... Tu sais que ça a été des vrais questionnements. C'est marrant que tu parles de ces 2 trucs-là, parce que ces 2 trucs-là, jusqu'au bout, je me suis demandé si je devais les inclure. C'est-à-dire que... Si, fallait. Il fallait, toi tu penses qu'il fallait? J'ai pensé très longtemps avoir un truc hyper éthéré. À nouveau, c'est parce que j'ai cette espèce de jeu de rôle idéal en tête, quoi. Où vraiment, ce serait de la poésie pure, quoi. Et donc ne pas avoir des personnages... Déjà, ça m'a été reproché. Il y a déjà des gens qui m'ont dit qu'ils trouvaient que les personnages étaient un peu trop... comment dire, des bonhommes sur les bâtons, enfin des bonhommes bâtons, quoi, enfin presque, et qui manquait un peu d'épaisseur. Et pendant un moment, j'ai eu des versions de Sphinx dans lesquelles il n'y avait pas de menace aussi, parce que je me disais, il faut vraiment tuer tous les enjeux en dehors des enjeux poétiques et des enjeux esthétiques, et d'être uniquement dans le... Finalement, j'en suis revenu parce que je me suis dit que, en fait, le jeu tel qu'il est à l'heure actuelle, si t'as pas envie de menace, si t'as pas envie de relation, si t'as envie de le jouer un peu, cette espèce de truc complètement éthéré, tu peux. Rien ne t'y force. Si vous avez un groupe où vous voulez être, vous pouvez. Donc là aussi, c'est l'avantage d'avoir des règles, c'est pas exactement optionnel, mais enfin, où on peut s'arranger avec. Donc ça reste une possibilité, mais c'est pas obligatoire. Mais c'est une vraie question. Je me suis beaucoup... Et je suis toujours pas sûr d'avoir fait le bon choix. Si je peux t'interrompre sur Julien, le sujet, tu prends le jeu que Thomas Minier a fait pour le Game Chef, Golden Time Hotel. Il l'a fait justement dans l'intention de ne pas avoir d'enjeu, d'opposition clairement définie au départ, et pas d'enjeu, quoi. Quand on l'a testé avec lui pendant qu'il était en train de l'écrire, c'était vraiment une espèce d'expérience... alors poétique, oui, d'une certaine manière, surréaliste, certainement, et c'était très très intéressant. Voilà. Alors il y a quand même un enjeu dans Sphinx, même s'il n'y avait pas la menace, même s'il n'y avait pas les relations, tu as quand même un enjeu qui est de découvrir ou pas découvrir. Notamment parce que ça demande de gros efforts aux joueurs pour arriver à obtenir les révélations, et le meneur de jeu n'a pas le droit de donner gratuitement les révélations, enfin trop facilement. Il est contraint par les règles de les... et c'est un vrai enjeu parce que je me souviens de parties. Alors je me souviens de parties de Sphinx. Sphinx, c'est un jeu qui est très très exigeant à jouer. Hein. C'est pour ça aussi qu'il y a des pauses. Tu parlais de pauses tout à l'heure. Il y a des moments où il faut sortir. Ceux qui fument, ils vont fumer une clope. Les autres, ils vont se détendre. Et puis après, reprendre une respiration et puis repartir. Et donc, à cause de ça, il y a des gens parfois il y a des parties où j'ai senti que on aurait pu arrêter parce que c'était trop dur, quoi. Ça demandait trop d'efforts. Et des parties aussi où les gens voulaient pas connaître la vérité métaphysique, quoi. C'est trop affreux. J'ai pas envie de savoir qu'on est tous destinés à être dévorés par des entités, à leur servir de cocon. Enfin bon, des choses comme ça. Et là, on retouche à du Cthulhu, quoi. Et pour revenir sur ces 2 leviers-là, ils viennent d'un partage de narration qui ressemble beaucoup à Monostatos. C'est-à-dire un MJ qui prépare un lieu, qui joue une adversité, une menace,
Et de l'autre côté, les joueurs sont encouragés, invités à montrer des facettes intéressantes de leurs personnages pour leur donner eux-mêmes de l'épaisseur. Et puis ils créent des choses il y en a qui ensuite leur donnent des ressources. Oui. Ça, les deux jeux se ressemblent beaucoup effectivement. Ce point de vue-là. Alors, du coup, c'est marrant parce que quand on pense narration partagée, on pense rapidement jeu sans MJ, mais bon, il y a quand même tout un champ de possibles entre un MJ c'est un peu comme traditionnel si je te dis MJ. pense à un fruit, tu vas tout de suite penser à une pomme, ok, mais avant il y a la tomate. Il y a les poires, voilà, c'est ça, il y a plein d'autres trucs possibles, quoi. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler de ça, de ce partage de narration là qui apparemment t'as trouvé l'équilibre parfait qui te convient? Ah non. Non, non, c'est vrai que je le réutilise. C'est vrai que je le réutilise souvent. J'ai publié 3 jeux et sur 3 jeux, il y en a 2 qui ont le même partage de narration, enfin de responsabilité, mais ça dit rien sur mes prochains jeux. Non, c'est vrai que c'est un truc qui m'avait beaucoup plu dans Innommable, que vraiment je trouve est génial de ce point de vue-là, où tu as de préparation. Dans Dogs aussi, hein. Dans Dogs, en général, tu as tes préparations, et puis après, t'es un peu en roue libre, quoi. Vincent Baker dit que dans Dogs, le MJ fait la basse. Vous savez, c'est lui qui donne le rythme, c'est lui qui... mais c'est pas lui qui est sur le devant de la scène. Je trouve ça assez intéressant. Je suis pas sûr de comprendre ta question, donc je réponds un peu au hasard. C'est quelque chose. Pour moi, ça s'apparente pas mal à du jeu en tableau où chacun assure son solo à un moment. Et sur son solo, il a le moment où il montre des choses, que ce soit dans son personnage ou dans le. Si tu veux, moi j'imagine que aujourd'hui je peux le révéler, mais je suis un peu frustré par le jeu de rôle, on va dire traditionnel, ou en tout cas tel que je l'ai vu pratiquer pendant longtemps, où j'ai souvent eu l'impression que c'était le MJ qui était au centre. Et si tu veux, Monostatos, en tout cas Sphinx, c'était pas vraiment cette idée-là. Sphinx, c'était plutôt mettre la préparation au centre, plus que les joueurs. Mais dans Monostatos, c'était vraiment mettre les joueurs au centre, et que ce soit eux qui soient... Et que le MJ soit vraiment là en... Comment dire, pas exactement en serviteur, mais en facilitateur, en animateur, si vous voulez, même si animateur, ça fait un peu... En accoucheur, ouais. C'est le sentiment que j'ai eu en lisant Monostatos. Ouais. C'est intéressant comme terme. En tout cas, voilà, c'est clair que pour Monostatos, j'avais vraiment envie que ce soit les joueurs au centre. À tel point que c'est un peu pathologique. C'est-à-dire que maintenant que je prends la distance avec le jeu, je me rends compte qu'ils sont vraiment tellement au centre qu'il y a des gens que ça peut empêcher de jouer. J'aimerais bien, je pense qu'on fera un podcast avec la cellule sur Monostatos, et il faudra que j'en reparle de manière un peu plus détaillée, mais... et puis, comment dire... Comme je disais avant qu'on commence à enregistrer, moi j'ai été MJ à L5R, à Cthulhu, à Warhammer, au Monde de Murphy, pour ceux qui ont connu le Monde de Murphy, qui est un jeu de rôle assez spécial. J'ai fait du Paranoia aussi, Capharnaüm aussi, qui était un très très chouette jeu. Et j'ai longtemps... Non, mais Capharnaüm, ça nous évoque autre chose. Ah d'accord, ok. Et en fait, si tu veux, comme MJ, j'étais assez malheureux parce que grosso modo j'avais une partie sur 2 qui était bien, quoi, où j'étais content de moi comme MJ. Et je sais pas, inconsciemment il y a dû se jouer un truc du genre, ok, quand je serai auteur, les gens qui seront MJ à mes jeux, on leur dira tout ce qu'il faut faire pour être un bon MJ. Il n'y aura pas à deviner, il n'y aura pas à recevoir l'initiation ou à travailler longtemps. Il faudra connaître le jeu, c'est clair, il faudra savoir comment il se joue, mais les parties auront un minimum, un plancher de qualité, quoi, en dessous duquel on n'ira pas, parce que le MJ on lui dira quoi faire. Et c'était un peu ça avec Monostatos et Sphinx. Là, à nouveau, c'était un peu pathologique dans Monostatos. Je me suis donné un petit peu plus de souplesse dans Sphinx. Le MJ a plus de souplesse aussi. Le jeu de la maturité. Le jeu de la maturité, ouais, c'est ça. Il se moque. Non.
Et alors, j'en arrive au personnage parce que c'est quand même un peu ça qui est intéressant aussi. Alors, là, je vais pas forcément parler que de Sphinx, mais dans tous tes jeux, les personnages sont pas définis comme dans d'autres jeux, par des capacités, par des relations, par un statut social ou par ce genre de choses, mais par une grande question ou un grand principe, une espèce de truc comme ça qui les habite et qui les meut. Dans Monostatos, c'était autour d'un principe, enfin tel personnage ça va être la violence, tel autre ça va être la beauté. Et c'est aussi beaucoup leur souffrance, c'est-à-dire ce qu'ils ont subi et qui font qu'ils ont envie de se battre contre le culte qui les définit. C'est ça. Mais il y avait aussi des quêtes. Mais les deux étaient liés, quoi. Ouais, tout à fait. Et dans La Saveur du Ciel, c'est une quête de perfection culinaire qui leur est propre. Et dans Sphinx, c'est une grande question métaphysique qu'on choisit en début. On choisit en gros les deux gros trucs à choisir, c'est son domaine de sa discipline et une grande question métaphysique qui nous travaille, quoi. Et c'est marrant parce que enfin pour moi c'est lié au fait que tous tes jeux parlent de dépassement de soi, et que définir un personnage par une question, un truc qui le hante, qui l'habite, qui le meut, c'est... Enfin, ça va avec. Est-ce que j'ai tort ? C'est pas vraiment un choix. Hein. C'est-à-dire que c'est pas un truc... Je me suis pas levé un matin d'octobre 2008 en me disant tiens, je vais faire des jeux qui parleront de transcendance et de quête de soi. C'est juste... Ça apparaît comme ça, quoi, si tu veux. Et c'est pas sûr que ce sera tout éternellement comme ça. Les prochains jeux que j'ai dans ma... Enfin, les projets que j'ai en ce moment sont même pas du tout comme ça, en fait. Ça correspond peut-être aussi à une période de ma vie. Pour vous dire le fond des choses, je suis pas quelqu'un de très à l'aise, si vous voulez, dans ma vie ou dans ma peau de manière générale. Donc la question de trouver un sens à la vie, c'est une question que j'ai depuis un petit moment maintenant. C'est-à-dire, voilà, on est tous plus ou moins en souffrance. La souffrance est, à mon sens, quelque chose qui fait vraiment partie du monde, et même, je dirais, de sa métaphysique. C'est-à-dire que c'est inhérent à la réalité, au fait d'être humain, que d'être souffrant physiquement, spirituellement, intellectuellement. Et le problème de la souffrance, c'est pas la souffrance. Le problème de la souffrance, c'est quand elle n'a pas de sens. Vous voyez, si je souffre, et puis si je souffre physiquement, mais je sais qu'après je me sentirai mieux, ou après ça va me permettre de vivre, moi je peux l'accepter. Si c'est gratos, c'est que je sais pas pourquoi. Donc je sais pas vraiment quel est le sens de ma vie, mais c'est un peu si tu veux, j'ai un peu le fantasme. Voilà, dans mes jeux, c'est toujours des personnages qui sont un peu fantasmatiques, quoi. Dans Monostatos, c'est des activistes qui ont énormément de volonté, alors que j'essaye d'être un peu activiste, mais je suis pas quelqu'un qui a énormément de volonté. Dans La Saveur du Ciel, ils vont au bout d'une perfection ultime. Dans Sphinx, ils vont jusqu'au bout de leurs questions. Et en plus, là, enfin, ils ont une chance énorme qu'il y a des réponses à leurs questions, alors que vraisemblablement, il n'y a pas de réponse aux questions métaphysiques qui existent. Et j'admire d'une certaine manière ces personnages-là. De la même manière que j'ai beaucoup d'admiration aussi pour des gens comme des moines qui vont au bout de leur cheminement spirituel et qui d'une certaine manière risquent toute leur vie. Risque au sens existentiel, hein, c'est pas risqué du genre je me jette du haut d'un hélicoptère dans des flammes avec des lions en dessous et puis je jongle en même temps avec des grenades. C'est risqué au sens existentiel, c'est-à-dire j'engage toute ma vie dans quelque chose. Et j'espère que ce quelque chose me mènera donnera du sens à tout ce que j'ai vécu jusque-là, quoi. Et d'ailleurs, finalement, le pire danger pour les personnages dans Sphinx, c'est pas les risques physiques qu'ils peuvent courir. Enfin, c'est pas ça le problème. C'est justement ce danger-là d'avoir des réponses, en fait. D'avoir des éléments de réponse et à une question qui les obsède, et de pas forcément apprécier les réponses, savoir quoi en faire. Ouais. Enfin, dans toutes les ruines, il y a une raison pour laquelle les ruines sont des ruines, et il y a eu une chute.
où il y a eu un arrêt, il y a eu quelque chose, et ça, ils vont le savoir aussi. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font de ces informations-là, quoi. Il y a aussi toute la question de... j'ai passé toute ma vie pour obtenir une réponse, là j'en ai une, comment je l'interprète, est-ce que je doute, est-ce que je refuse de comprendre, est-ce que je comprends ce qui m'arrange et je laisse le reste de côté, est-ce que je vais être complètement bouleversée, est-ce que j'accepte Dans l'épilogue, alors, ouais, ça c'est un truc que j'aimerais te dire aussi, c'est que quand j'écris un jeu, il n'y a pas de règles inutiles. Il y a peut-être des règles qui sont... où j'hésite à les mettre, mais toutes les règles ont un vrai sens profond. C'est pas juste cosmétique, c'est pas juste parce qu'il faut faire les choses comme ça. Et parmi les règles, à la fin d'une partie, il faut se poser un certain nombre de questions. J'essaie de les retrouver là pendant que je parle. Et il y a une des questions, c'est du genre... qu'est-ce qu'il arrive de ce personnage maintenant qu'il peut avoir une réponse à sa question. Ils n'ont pas toujours des réponses à leurs questions. Hein, parce que selon la préparation des ruines, les questions, et selon la manière dont la partie se déroule aussi, on peut avoir ou pas des réponses à ces questions. Et il y a voilà. Le personnage a-t-il trouvé une réponse suffisante à sa question métaphysique? Si c'est le cas, quel impact cela a-t-il sur sa vie? Donc c'est pas une question en l'air, si vous voulez, c'est vraiment une question de fond, quoi. Ça c'est un truc qui me fascine aussi, vous savez. Quelqu'un qui a une conversion, qui touche à Dieu, et puis d'un seul coup c'est plus la même personne. Elle fait quoi, sa famille? C'est quoi ses liens avec les gens qu'il avait avant? Il est heureux, je veux dire, il a changé, il est devenu autre chose, mais il est certainement mieux même. C'est une meilleure personne, mais d'une certaine manière, il perd quelque chose de son humanité. C'est un truc qui m'avait beaucoup frappé. Vous connaissez le jeu Vampire's Bloodline, qui est un jeu vidéo inspiré de Vampire de White Wolf. Et alors, si vous vous souvenez, quand vous sortez de la zone Santa Monica, il y a un moment où il y a un espèce de pseudo-choix moral, comme seuls les jeux vidéo arrivent à nous en faire. C'est A ou B. Voilà. Et si tu choisis A, tu es gentil. Et si tu choisis B, tu es méchant. Si tu choisis A, tu es gentil et ça t'attire des problèmes. Si tu choisis B, tu es méchant et ça t'attire pas de problème. Pardon. Et donc, il y a un personnage qui vient le voir et qui dit « Ah, bonjour, nom du PJ. Tu te souviens de moi? Je suis ta meilleure amie et ta famille te cherche. » Et bon, mais moi, ça m'avait vraiment touché ce moment-là. Je me disais « Merde, mais quelqu'un qui devient vampire, voilà, sa vie change, il devient... Mais il avait une famille, cette personne, avant, quoi. Enfin, on n'est pas tous... on a forcément des amis, au moins, Et qu'est-ce qui se passe quand votre meilleur ami ou votre frère ou même votre copain ou votre copine, d'un seul coup, il vit que la nuit et il mange des gens et puis il est tout froid. Il est peut-être plus heureux comme ça. C'est pas sûr, mais enfin, mais je trouve que c'est vraiment une vraie question. C'est-à-dire, je dis un dernier truc et après promis, j'arrête le tunnel. Mais il y a une phrase que je trouve géniale qui est lorsque les dieux veulent perdre un mortel, ils lui accordent tous ses vœux. Lorsque les dieux veulent perdre un mortel, ils lui accordent tous ses vœux. Et c'est un peu ça, quoi. C'est Midas. Ouais, alors oui, c'est un truc de grec, ouais, c'est clair, parce que les histoires du bris ou de machin comme ça, quoi, mais c'est ça, ouais, du jour où, de cette manière, je suis plus vraiment humain, vous voyez, si je meurs pas, si je suis sûr de pas mourir, si je peux te prouver, tu vois, et c'est une question que je trouve intéressante. Ça fait partie aussi des questions que j'aimerais encore traiter en jeu de rôle. Et pour peut-être un dernier mot sur le background, alors il est moins présent et moins fertile et imaginaire que ce que tu as pu faire sur Monostatos. Ouais. Mais mine de rien, les exemples de ruines que tu donnes à la fin du livre sont extrêmement évocateurs. Et dans tes jeux, tu joues beaucoup avec des symboles, des questions philosophiques, des abstractions. Mais tu en fais toujours des images très fortes, très incarnées. Et je sais que c'est aussi ce que tu aimes dans ce que tu lis. Ouais. Et est-ce que tu peux nous parler de ça, de ce lien entre
ouais, le symbole, l'abstraction, le truc un peu éthéré, et en même temps sur des choses qui sont des images qui marquent tout de suite, quoi. Alors je vais d'abord faire une réponse un peu spécifiquement sur Sphinx. Pourquoi il y a peu d'univers? Parce que c'est toujours un peu dans, si vous voulez, dans ma volonté de déconstruire ce que c'est qu'un auteur, ou enfin de déconstruire, c'est un grand mot, d'interroger ce que c'est un auteur ou un MJ. Dans Sphinx, d'une certaine manière, ce que j'ai envie de faire, c'est que les gens créent leur propre ruine et créent ces images fortes. Et que ces images fortes, que les gens créent des images fortes, parce que justement, je trouve que c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire qu'ils ne soient pas... Le problème de Monostatos, c'est que, voilà, si tu veux jouer à Monostatos, il faut jouer dans l'univers de Fabien Hildevine. Mais, Dieu merci, tout le monde n'est pas Fabien Hildevine, et j'ai envie en fait d'entendre ce que vous avez, ce que les autres, le monde a à dire sur ce type de langage-là. Ça m'intéresse. On y reviendra un peu après, mais c'est un peu la même chose que, vous savez, il y a souvent des gens qui disent « Ouais, mon MJ, il a fait une campagne qui est absolument géniale, il avait son propre monde. » Et j'ai envie de dire « Mais qu'il le publie, pitié qu'il le publie, si c'est tellement génial qu'il en fasse profiter le reste du monde. C'est terrible que ça reste enfermé sur son disque dur. Enfin, ça m'intéresse de voir ce que les autres ont fait. Enfin, voilà. Bon. Mais on reviendra peut-être, j'imagine qu'on va encore parler d'indépendance après, donc ça fait partie des trucs. Maintenant, pour répondre au fond de ta question, une question que je me pose beaucoup, c'est comment on fait pour dépasser le côté un peu intello de toute discussion qu'on a. Vous voyez, enfin, quand je dis intello, c'est au sens mauvais du terme, parce qu'il y a un bon sens à intello quand même. C'est-à-dire, c'est des paroles en l'air, quoi. Comment on fait pour que... Parce que vous n'avez pas accès à mes sentiments, moi j'ai pas accès à vos sentiments, on n'a pas accès aux sentiments les uns des autres, et donc on leur donne des noms, on essaie d'expliquer des choses, quoi. Mais tant que ça reste de l'explication, justement, j'ai l'impression qu'il y a une énorme perte, quoi. C'est-à-dire que... c'est pour ça que la poésie m'intéresse tellement, parce que justement le but du langage poétique, c'est d'arriver à transmettre des sentiments, des émotions qui dépassent le pur langage intello, quoi. Et je pense que la meilleure manière d'y arriver, en tout cas c'est mon sentiment à l'heure actuelle, c'est par le symbole, justement. C'est-à-dire de communiquer à travers des images, à travers des... Vous savez, l'art moderne et l'art contemporain, il y a souvent une grille de lecture qui marche bien. C'est quoi le sentiment, quel est le message esthétique que l'auteur a voulu donner. Et quand je dis esthétique, c'est pas parce qu'il a eu la flemme d'expliquer ce qu'il voulait faire, c'est qu'il ne pouvait pas le dire autrement que par une image, que par une sculpture, que par un son, que par... vous voyez et de ce point de vue-là, Sphinx, c'est une manière d'essayer d'inviter les gens à communiquer des sensations, des réponses qu'ils ont sur la métaphysique, sur tout ce que vous voulez, à travers des symboles. Donc c'est une invitation à faire un vrai travail poétique, au sens fort du terme. Pas simplement c'est joli, mais au sens où une idée est traduite, est transmise sous la forme d'images. Et quand j'arrive à lire des livres comme ça, c'est comme lire de la poésie. Si vous voulez, c'est pour ça à nouveau je parlais de jeu parfait pour moi. Ça marche pour moi, quoi. C'est mon truc, c'est mon... mais en tout cas, j'imagine qu'il y a d'autres gens qui doivent être... Je sais bien que c'est pas tout le monde, mais j'imagine qu'il doit y avoir d'autres gens que ça peut intéresser. Et le problème, c'est qu'écrire de la poésie, c'est difficile à écrire et c'est difficile à lire. Et en plus, c'est déconsidéré. C'est difficile d'arriver à sortir de sentiers battus. Sphinx, c'est une tentative pour faire de la poésie sans avoir lu de poésie ou sans avoir à faire le travail de se donner l'autorisation d'écrire de la poésie. Est-ce que ça répond un peu à la question? Carrément. Ouais. Je pourrais vous en parler des heures parce que ça fait des années que je réfléchis à ça, si vous voulez, mais par exemple dans la mystique, on essaie de transmettre aussi justement la mystique ou l'ésotérisme
essaye de transmettre des idées par des images. Et je pense même qu'une bonne explication de ce que c'est que l'ésotérisme, c'est le fait que, en cachant les choses, on oblige les autres à faire attention à ce qu'on est en train de dire. Vous voyez ? C'est-à-dire que d'un seul coup, quand je vous parle dans le langage courant, on a l'impression que c'est évident ce que je dis. On a l'impression que c'est simple. Or, ça l'est jamais. Parce que chacun d'entre nous a une vie très longue derrière soi, ou en tout cas une vie complexe. Et donc, quand il essaie de dire quelque chose, c'est jamais innocent. Enfin, je vous le souhaite. Et donc, cacher les choses, c'est-à-dire se mettre d'un seul coup à parler dans une langue qui n'est pas la langue habituelle, ça force à faire attention. Alors évidemment, ça chasse. Forcément, ça chasse parce que c'est moins simple à comprendre. C'est pour ça que Sphinx, d'une certaine manière, c'est pour ça que dans Sphinx, c'est important qu'il y ait un enjeu. Tu vois, je te disais à Julien tout à l'heure qu'il y avait un enjeu puis qu'il fallait trouver. C'est important qu'il y ait cette recherche de c'est quoi le secret de ces ruines, qu'est-ce que ça signifie ces images, pourquoi ces images existent, en espérant que, à force de chercher ces images, de les digérer, de les digérer pendant les 3 heures d'une partie de jeu de rôle, on arrive à comprendre quelque chose. C'est un peu comme vous savez, les énigmes ou les koans zen, qui sont des questions absurdes, dont le but c'est d'inviter à les méditer. Nietzsche disait: mon meilleur lecteur, c'est un ruminant. Je trouve ça génial comme phrase. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui relit à l'infini tout le temps les mêmes phrases et puis qui essaye d'en tirer le sucre. Et c'est vrai, il y a certains auteurs qui vous font cet effet. Vous savez, vous les lisez, vous les relisez, vous les relisez, et puis à chaque fois, vous comprenez quelque chose de supplémentaire. À chaque fois, il y a quelque chose de plus qui en sort. Et je pense que c'est vraiment qu'en ruminant qu'on peut avoir ce vrai contact. C'est pour ça qu'en ce moment, je suis un peu... La Sphinx, tu disais oui, le jeu de la maturité, j'aimerais, mais j'en suis pas convaincu. Et puis ça me ferait quand même chier d'être arrivé à ma maturité au bout de 3 jeux, quoi. C'est-à-dire que la vieillesse est proche, et puis bref. Ce que je veux dire par là, c'est... Je suis en train de penser de retrouver l'intérêt qu'il peut y avoir dans une campagne. Vous savez, une campagne au sens, comment dire, classique du terme, plusieurs parties avec une histoire et ça, c'est un truc que j'ai recompris en jouant à Sens, avec toi, Julien, et ton frangin, le frangin de Julien, Maxime. C'est-à-dire que la campagne, justement, te ramène, à force de te remettre le nez tout le temps dans les mêmes thèmes, fait que tu finis par t'approprier ces thèmes, par les faire vraiment tiens. Et c'est dans ces moments-là, ou dans la poésie, vous voyez la poésie aussi, tu relis tout le temps le même truc, et puis au bout d'un moment tu fais ah mais oui, voilà ce que ça signifie. À force de répéter tout le temps les mêmes trucs, il y a enfin une vraie communication qui se fait, et pas seulement quelque chose de purement intellectuel, et pas seulement quelque chose... Je crois qu'il y a qu'à Caribde qu'on peut avoir cette comparaison entre la poésie qu'on relit et la campagne qu'on joue. Mais c'est vachement important en fait de pas... En fait, The Forge et ensuite Sens, et puis ce qu'ils ont fait de génial, c'est que d'un seul coup ils ont dit bah oui, on peut avoir des thèmes vachement compliqués, vachement intello, vachement matures, associés au jeu de rôle, et d'une certaine manière ça libère le jeu de rôle, ça donne de la... Tu vois, ça te fait rigoler, mais non, mais pas du tout, mais tu sais que je suis convaincue. Et d'ailleurs, ça c'est un truc aussi dont je discute souvent avec Romaric Briand. Je trouve génial que Romaric Briand il mélange Wittgenstein et les Chevaliers du Zodiaque. Parce que dans les Chevaliers du Zodiaque aussi, il y a de la sagesse. Et Wittgenstein, on peut le consommer comme d'autres consomment les Chevaliers du Zodiaque. Il y a de la rumination aussi dans les Chevaliers du Zodiaque. Il y a quoi, Il y a de la rumination aussi. Parce qu'ils sont tout le temps... oui. C'est une structure hyper établie. Ah oui, ok. Il y a cette idée de méditation infinie sur la même structure dramatique. Qui revient tout le temps. Ouais. Peut-être que c'est pas la meilleure illustration d'ailleurs de ce schéma. Mais... Du coup, si tu veux poursuivre avec ta
ta vision sur le JDR, parce que alors je sais pas s'il y a des gens qui te connaissent pas ici, mais voilà, tu participes à certains podcasts de la cellule, t'es membre actif sur les ce que moi j'appelle le collectif des ateliers imaginaires, et pour moi quelque part tu fais partie d'un collectif qui défend un jeu de rôle particulier et qui défend une vision pour le JDR. Et alors cette vision, après c'est mon interprétation, mais pour moi c'est à la fois un jeu de rôle qui soit exigeant dans le matériel qu'il propose aux joueurs, que ce soit ce que tu disais, des thèmes originaux, des mécaniques novatrices, et en même temps hyper accessible pour les 10 joueurs. C'est-à-dire que les livres sont courts, le passage du livre à la table est quand même la plupart du temps hyper simple, les mécaniques sont sécurisantes pour les joueurs, et garantent la plupart du temps une table saine. Enfin, et c'est compliqué. En tout cas, ceux auxquels j'ai joué. J'y croyais beaucoup il y a quelques années. Disons que. Enfin, c'est une discussion qui est compliquée. Mais bon. Ce sera peut-être pour un autre jour. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a à la fois une grande ambition pour la qualité des parties et des jeux, et en même temps, il y a un gros effort qui est fourni pour que tout le monde puisse avoir les moyens de cette ambition. Ouais. Alors, ce que je vais vous dire, je pense, je suis pas sûr que vous allez me croire. Le jeu de rôle, c'est le média et le loisir du futur, d'accord ? Je sais que ça fait sourire, mais essayez d'y croire avec moi. Cette soirée devient très bizarre. Il y a 2 volets à ça. Il y a un volet qui est, ça c'est un truc qu'on sait depuis super longtemps. Le jeu de rôle, c'est convivial, ça rapproche les gens, c'est pas très cher, c'est vachement écolo. Si tu compares ça à l'impact écolo de l'électronique d'un jeu vidéo, ça existe. C'est hyper interactif, c'est-à-dire que par rapport à... J'aime pas du tout le cinéma personnellement. Je trouve que... Enfin, je le vis en tout cas comme quelque chose d'assez autoritaire. En général, quand on regarde un film avec ma copine, on adore discuter, commenter ce qui se passe, arrêter, revenir en arrière, revoir... Enfin, donc vraiment, aller au cinéma, ça met... Je peux comprendre qu'il y a une dimension rituelle comme ça, puis de don de soi, mais c'est un truc qui me... Au contraire, le jeu de rôle, si vous voulez, c'est un truc dans lequel on peut intervenir, dans lequel on peut échanger. C'est pour ça que c'est tellement important pour moi que tous les joueurs puissent vraiment s'emparer de l'histoire. Donc c'est très très interactif, ce qui fait que c'est émancipateur, si vous voulez. Et tout ça, on le sait depuis longtemps. Le deuxième volet, c'est que depuis 15 ans, et à nouveau, notamment grâce aux gens de The Forge, on s'est rendu compte que on pouvait avoir des jeux qui parlaient de sexualité, de psychologie, de choix moraux très compliqués qui touchent à nos existences, et B, et ça c'est vraiment le truc incroyable, c'est que c'est des gens qui nous ont montré qu'avec des systèmes bien faits, on pouvait vraiment ressentir ça dans nos tripes, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais été le même après avoir joué à Dogs, à Prosopopée, à Slay With Me, à Breaking the Ice. J'ai jamais été le même après avoir joué à Breaking the Ice. Et à plein d'autres jeux comme ça, si vous voulez. Où d'un seul coup, ma vie a vraiment changé. Les cordes sensibles de Frédéric Sintès, j'ai vu des gens pleurer. Moi-même, ça touchait des trucs très très profonds, très forts. Donc vraiment, voilà. Un loisir qui soit pas cher, émancipateur, accessible à tous, pourvu que, on sache lire. Enfin, c'est quand même... Que, en plus, il rapproche les gens, et qui en plus puissent les libérer, si vous voulez, c'est-à-dire les amener à reconsidérer les choses centrales de leur personnalité, de leur être, et puis d'avancer. Le jeu de rôle, c'est le loisir du futur, et c'est quelque chose de très très concret. C'est-à-dire que moi je peux tout à fait imaginer un monde dans lequel tout le monde ferait du jeu de rôle en se réunissant le soir chez des copains, et où ça nous changerait. Vous savez, voilà, avoir un média émancipateur plutôt qu'un média abrutissant. Enfin bon, c'est juste ça. Je termine sur mon tunnel.
là aussi vous n'allez pas le croire quand je vous dis ça, mais on est à la préhistoire du jeu de rôle. Quand je dis ça, je dis pas que tout ce qu'on a fait là est pas bien, au contraire, hein. Je trouve ça, il y a plein de choses intéressantes, et quand je dis plein de choses intéressantes, faut pas croire que je pense exclusivement à ma chapelle, hein, loin de là. On est à la préhistoire du jeu de rôle parce qu'on n'a pas découvert un 10 millionième de ses capacités. On a découvert qu'on est dans une grotte, on a découvert qu'il y a quelque chose hors de la grotte, et il y a un monde qui s'offre à nous, si vous voulez. Et c'est pour ça, et c'est pour ça que ça m'intéresse d'ouvrir des portes, c'est-à-dire de dire ça c'est possible en jeu de rôle, c'est possible de parler de poésie en jeu de rôle, c'est possible de parler de cuisine en jeu de rôle, c'est possible d'avoir d'autres... voilà, la saveur du ciel. Il y a plein de choses qui sont encore à aller chercher. J'allais continuer sur l'indépendance, mais tu avais une question, Thomas. Une petite remarque, simplement. Ouais. Je ne sais pas du tout si tu seras d'accord, mais pour moi, il y a un écueil. Cette vision, je la partage à 100%, ouais. Mais je pense qu'il y a un obstacle que tu mentionnes pas et que les gens de la Forge n'ont pas su trouver. C'est l'autocensure des gens et la capacité à prendre la parole librement, en fait. Enfin, pour moi, les jeux de la Forge demandent une proactivité et une capacité à produire qui peut bloquer des gens pour l'avoir vécu et expérimenté plusieurs fois. Et en fait, si on fait de la futurologie ludique et sociale, je pense que c'est vraiment une question, un gros point d'achoppement là-dedans, quoi. Et je sais pas si ça peut être résolu par le jeu de rôle, peut-être. Alors peut-être, enfin, est-ce que tu as un point de vue sur cette question? Tu poses une vraie question. Je l'ai jamais tellement vécu. C'était là, enfin. Avec toi. Si tu te rappelles ma première partie de Monostatos, il y avait un petit glaçon au coin de la table. Monostatos, c'est un contre-exemple. Le jeu lui-même est un contre-exemple de ça. C'est vrai que c'est un jeu qui peut être bloquant. Ça, je le reconnais volontiers. Bon alors, tu poses une vraie question. Tu poses une question qui est compliquée parce que les jeux de The Forge ne sont pas aussi homogènes que le sont beaucoup de jeux traditionnels. C'est-à-dire que quand tu joues à Breaking the Ice, tu joues pas à Slay With Me, et quand tu joues à Slay With Me, tu joues pas à Dogs, tu vois. Donc je connais pas ton expérience, hein, donc je ne peux pas c'est certain qu'il y a une part de... C'est certain qu'il y a une part de confiance dans les autres qui ne peut arriver qu'à partir d'une certaine pratique. Maintenant, si je pense à un jeu comme Dogs, mais c'est facile parce que je prends toujours le meilleur des jeux, donc c'est toujours facile de donner des exemples à partir de là. Dans Dogs, tu vois, c'est difficile de ne pas réagir, quoi. C'est-à-dire ton père est menacé d'être pendu parce que, je sais pas, il a buté l'amant de ta mère. Là, c'est difficile de pas se sentir engagé dans le conflit. Cette pression pouvant être ressentie comme désagréable a posteriori par les joueurs. D'accord. Dans Dogs précisément. Enfin bon, je veux pas tirer la question sur Dogs. Tu poses une vraie question. J'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse qui tombe du ciel. Comme dit, je l'ai peu ressenti, à l'exception d'Anaïs, n'est-ce pas? Et j'ai l'impression, et pour te dire le fond du truc, je crois que justement le jeu de rôle est une libération par rapport à ça. C'est-à-dire que on n'est pas dans une société qui nous invite beaucoup à prendre la parole, contrairement à ce que l'idéal démocratique voudrait, tu vois. C'est pour ça que je suis pas très fan de cinéma, parce que je trouve, de cinéma ou d'autres choses, hein, je veux dire, même la littérature, il y a un degré d'interactivité qui est plus fort que dans le cinéma, mais qui est pas aussi fort que dans le jeu de rôle. Je pense que si tu veux, le jeu de rôle d'une certaine manière t'aide à désapprendre la timidité que tu as. Les féministes, par exemple, font beaucoup d'ateliers pour apprendre aux femmes la prise de parole en public, parce que c'est un truc qui est beaucoup appris dans la socialisation masculine, mais très peu pour les femmes. Je pense que c'est précisément des joueuses féminines, en fait, pour ces raisons-là. D'accord. Parce qu'il y a quand même un fond, une domination mâle, des références, des choses comme ça qui empêchent parfois les joueuses femmes
à se sentir aussi à l'aise. Enfin, moi, c'est une question qui m'est assez... Mais je pense que c'est vrai pour les femmes, je pense que c'est vrai aussi pour... vous savez, si vous lisez Bourdieu ou bien les pinceaux... Il y a une BD qui est géniale qui s'appelle « Riche, pourquoi pas toi ?» de Marion Montaigne et des pinceaux Charlot, qui est génial pour comprendre. C'est vraiment un très très bon accès à Marx. Et en fait, si tu veux, un des trucs quand tu regardes la sociologie de la bourgeoisie, bah, la socialisation fait que tout gamin, on t'apprend à prendre la parole, à avoir un avis sur les choses, et c'est pour ça que je dis, tu vois, que le jeu de rôle peut être émancipateur, parce qu'imagine ce sera pas notre génération, mais nos enfants ou nos petits-enfants qui auraient fait du jeu de rôle vraiment de manière intensive, si tu veux, et des tout gamins, on leur a appris quand ils ont une idée à la dire, quoi, et à pas avoir peur. Je pense que ça, ce serait vraiment quelque chose de fondamental. C'est pour ça que, si tu veux, voilà, ma réponse à ton objection, ce serait de dire... une objection, juste... ta nuance, on va dire. Ce serait de dire que, oui, c'est normal que ça bloque, mais en réalité, c'est émancipateur, si tu veux. C'est parce que c'est une épreuve à surmonter qui te permettra ensuite en entreprise aussi, arriver à parler, à dire non, je suis pas d'accord avec telle décision, en démocratie, dans plein de domaines, arriver justement à être actif et plus passif de systèmes sociaux dans lesquels on vit. Voilà. Moi, j'ai encore un truc à rajouter. Et c'est pour ça que l'indépendance, donc je reviens à cette histoire de projet pour le jeu de rôle, c'est pour ça que l'indépendance, c'est tellement important. Parce que c'est important aussi à cause de la question que tu posais à l'instant. C'est-à-dire que la différence auteur et puis le reste, je trouve que c'est une différence qui est pas très bonne, ni pour les personnes, ni pour le jeu de rôle. Pour les personnes, parce que, à mon avis, on est tous auteurs. On a tous quelque chose à dire d'intéressant. Simplement, il faut arriver à se donner la permission de créer, d'être auteur de jeux de rôle. Moi, je sais que, par exemple, j'ai un gros blocage au niveau de l'écriture parce que je n'arrive pas à me donner l'autorisation d'écrire. Je suis tellement impressionné par tout ce que j'ai écrit, et puis parce que j'ai grandi dans une famille de profs, donc l'écriture c'est très important, la littérature c'est pas sacré, mais enfin on n'est pas loin, on est quand même dans un temple de la littérature ici, je veux dire, tu vois. C'est toi la prêtresse, c'est ça. Donc, l'indépendance, c'est à nouveau une porte ouverte, c'est une invitation à dire, vous avez des choses intéressantes à dire. Vous avez des choses que je trouve, qui m'intéressent et qui à mon avis intéresseront tout le monde. Donc ça c'est pour les individus et c'est important aussi pour le jeu de rôle, justement pour que tout le monde, si tu veux, s'il y a plus de certaine manière, s'il y a plus de gens qui écrivent, il y aura plus de bons jeux. Parfois tu as un peu cette espèce d'idée qui flotte dans l'air du temps que de toute façon si tout le monde écrit, il va y avoir plein de merde, quoi, tu vois, il va y avoir plein de jeux amateurs, je déteste le mot amateur, voilà, et puis ça corrompt la sainte production de jeux de rôle. C'est faux. Si tu regardes pourquoi la Russie a tellement de champions d'échecs, pourquoi il y a tellement de champions d'échecs russes, avant tout parce que il y a énormément de joueurs d'échecs, voilà. Et oui, tous les Russes sont pas Kasparov, quoi, mais il y a une culture et donc si on arrivait à avoir une culture de la publication, c'est-à-dire de dire moi mon jeu il est comme il est, et il a peut-être des défauts, d'autres s'en empareront, oui, il respecte pas les canons de 300 pages couleur, cartonné, maquetté par un professionnel, avec des super illustrations, mais je le publie quand même parce que j'ai pas peur, tu vois. Et il n'y a que comme ça qu'on pourra explorer, qu'on pourra aller chercher d'autres. L'indépendance, c'est pour ça que, tu vois, d'une certaine manière, il y a aussi pas mal de gens, j'entends dire, un truc qui est vrai par ailleurs, c'est de dire oui, mais il y a plein d'auteurs qui sont déjà indépendants. Genre
Prüm, Fil indépendant, enfin, il y a plein d'auteurs. Et c'est vrai, ils correspondent à la définition d'indépendance, puisque, je rappelle, la définition d'indépendance, c'est posséder à la fois les droits commerciaux et les droits moraux de son œuvre. C'est-à-dire ne pas avoir revendu ses droits commerciaux. Et ce qui concrètement veut dire que sur ton modèle économique, tu es le seul à décider, en fin de compte, peut te faire aider par d'autres gens, hein, mais en fin de compte, c'est toi qui décides pour la distribution et la commercialisation de ton jeu, ainsi que sur les droits, sur les droits comment dire, créatifs, artistiques, c'est toi qui décides. Mais il faut aussi pousser les autres, si tu veux, il faut aussi pousser les autres à aller le faire. C'est pour ça que les ateliers imaginaires, c'est un projet qui est vachement important de ce point de vue-là, parce que c'est une manière de dire, venez publier vos jeux. Enfin, faites-le. Moi, j'ai mis par exemple, un des gestes que je trouve être un geste fort, c'est d'avoir mis mon modèle économique pour Monostatos en me disant combien ça coûte, combien ça m'a rapporté, voilà comment je me suis débrouillé. À tel endroit, j'ai eu besoin d'un système D. À tel endroit, mon système ne fonctionnerait pas. Par exemple, l'illustrateur est vraiment un ami, c'est le même que pour Sphinx. Ce qui fait que, il illustre gratuitement. Ça ne serait pas possible pour tout le monde. Enfin, tu vois, mais par ailleurs, il y a d'autres trucs, par exemple Lulu, tu vois, ça c'est génial pour l'espoir d'avoir enfin un modèle économique viable pour le jeu de rôle. L'impression à la demande, c'est quelque chose d'assez formidable. C'est-à-dire qu'il n'y a t'as pas à faire d'avance de trésorerie, quoi. Donc, si jamais tu vois, la Saveur du Ciel, par exemple, sans Lulu, ça aurait été difficile. J'en ai vendu une petite cinquantaine d'exemplaires. Un jeu de rôle sur la cuisine, je savais très bien que ça marcherait pas. Enfin, je me suis jamais fait d'illusions, mais à mon avis, c'est important qu'il existe. Tu vois. Il est très bien en plus. Merci. Mais oui, il n'aurait pas pu exister si j'avais dû avancer 2000 € pour en imprimer tout un tas d'exemplaires qui en plus pourriraient gentiment dans mon appartement, qui en plus n'est pas si grand que ça. Pour aller dans ton sens, il y a quand même deux choses qui reviennent assez régulièrement dans le discours ambiant sur le jeu de rôle aussi. C'est ce que tu disais sur la fabrication. Alors pour le coup, moi pour le fond du truc, je suis éditeur et les questions, éditeur de littérature et de livres traditionnels, on va dire. Et la question de l'indépendance, elle se pose autrement. Elle se pose en termes d'éditeurs par rapport à des groupes éditoriaux. Mais il y a quand même deux énormes différences entre le jeu de rôle et la littérature classique. C'est que déjà, sur l'auto-édition en littérature, ça peut devenir un problème dans le sens où déjà entre éditeurs, pour avoir une visibilité dans une librairie, c'est extrêmement compliqué. Donc du coup, mais on est sur des productions qui sont tellement énormément plus importantes que là, on n'est pas du tout sur la même échelle, quoi. Ça se pose pas dans le jeu de rôle. Et l'autre chose, c'est que on a l'impression, en entendant le discours de certains professionnels, alors je vais pas donner de nom parce que c'est pas l'enjeu, et puis j'ai pas de nom pour être précis, c'est vraiment des choses entendues de droite et de gauche sans pointer, mais que le milieu en fait des rôlistes est fermé et de toute façon n'est pas extensible. Donc du coup, on fait un produit qui va correspondre à des rôlistes. Et ce que je trouve intéressant dans les productions des ateliers imaginaires et dans ce que vous faites, c'est que c'est des jeux que j'ai beaucoup plus de facilité à présenter à des non-rôlistes finalement. Et du coup, c'est des outils d'initiation qui sont géniaux. Alors, avec la constante des rôlistes qui peuvent assister en disant « Ah, tu t'inities, mais c'est pas vraiment du jeu de rôle, parce que le jeu de rôle, c'est un truc avec un maître de jeu et tout ça. » On a fait en mai dernier, avec Fabien, une soirée dans une bibliothèque. On a eu 45 personnes, dont il y avait 9 personnes qui n'avaient jamais joué du tout. Et après, il y avait d'autres personnes qui avaient joué 1 ou 2 fois, et puis quelques rôlistes aguerris qui venaient voir les productions des ateliers imaginaires. On a fait des démonstrations, Fabien a fait jouer Prosopopée, on a fait jouer Inflorenza avec Anaïs, des choses comme ça. Et les résultats étaient au-delà de tout espoir, quoi. Et avec des gens qui n'avaient jamais joué et qui s'emparaient du truc. Sur Inflorenza, j'avais une joueuse qui avait jamais fait de jeu de rôle, et elle a fait des trucs géniaux, quoi. Et du coup, pour moi, et pour appuyer ce que tu dis, c'est que effectivement, on est peut-être à la préhistoire du jeu de rôle, mais le cercle des rôlistes, c'est pas un marché fermé, c'est pas un marché, c'est un groupe qui a vocation à s'ouvrir et proposer des modèles qui sortent du cadre de ce qui se fait habituellement et qui ne perpétuent pas la traduction du 350 pages quadri, c'est ouvrir le truc. De la même manière que pour la SF, mettre un vaisseau spatial de Manchu en couverture, c'est pas forcément la meilleure truc pour découvrir des lecteurs, quoi. Alors, j'avoue que ma réflexion sur la question du public du jeu de rôle n'est pas très aboutie. Cependant,
le but de mes jeux n'est pas spécifiquement de toucher de nouveaux publics. Monostatos, c'est quand même de la bonne grosse fantaisie, enfin un peu repensée, mais enfin c'est pas ce que je cherche en tout cas. Mais en tout cas, il y a certainement une attitude que je ne veux pas avoir. C'est une attitude un peu comment dire, de marketing. C'est-à-dire ça va se vendre, tu vois. Les rôlistes, ils veulent ça. Moi, j'ai plutôt une haute opinion des rôlistes. C'est-à-dire que je me dis plutôt, c'est des gens curieux qui ont envie de, enfin, à qui on peut proposer des jeux bizarres comme ceux comme La Saveur du Ciel. Et j'ai envie que j'ai pas envie enfin, je me dis que si mon jeu est bon, il trouvera son public, quoi, d'une certaine manière. J'aime pas qu'on parle de marche, enfin, c'est peut-être mon côté un peu... C'est pas un marché, c'est un public. Ouais. À un moment, il faut que le lecteur y rencontre l'œuvre. Et ça, je suis d'accord. Enfin, là, je te parle du point de vue aussi de... Moi, mon projet, c'est de faire un lieu où des lecteurs peuvent rencontrer des œuvres, quoi. Ouais. Et c'est pour ça aussi que les ateliers, les jeux des ateliers sont en vente à Caribe et pas... J'ai pas un rayon de jeux de rôle, un vrai rayon avec des jeux traditionnels, etc. Parce que c'est pas le but. Mais par contre, en termes de rechercher une expérience un peu étrange autour de jeux avec le langage, de création, etc. J'ai le public pour. J'ai des gens curieux ici et cette proposition-là, elle peut les intéresser. Mais parce que justement, elle n'est pas calibrée. Parce que justement, elle va sur des thèmes hybrides, sur des mécaniques qui sont, je sais pas comment dire, originales, intéressantes, etc. Et qui sont faciles d'accès, mine de rien. Mais ça ne dévoie pas... Enfin, le fait que vous soyez, pour moi, une proposition parfaite pour mon public, ne remet pas, enfin, ça ne dévoie pas votre position d'indépendant, en fait. Non, de toute façon, l'indépendance, c'est pas un gage de qualité, c'est juste un modèle économique. Attention. Oui, mais ce que je veux c'est pas dire, un modèle éthique, tu vois. ça ne remet pas en cause votre éthique. D'accord. Ouais. J'avoue que c'est une question. La question du public, c'est une question que je ne me suis pas posée, un peu pour les raisons que je disais tout à l'heure, quoi. Parce que je me dis, j'ai pas envie de me faire une image de ce que c'est que le rôliste. Mais je pense, pour Là, c'est justement ce que je pensais. Je parle du public. D'accord. Parce que Du justement, public je qui vient à pense que Caribe. votre public n'est pas forcément rôliste. Ça, c'est possible aussi. Mm. Ouais. C'est ce Ça que je dépend veux des dire, jeux. c'est En tout que cas, pas encore. tu Ça dépend des cloisonnes- jeux aussi. Tu cloisonnes pas par rapport à une population. C'est ça que je veux dire. Et c'est C'est ça ça. que j'apprécie dans les jeux. Oui, ça Il n'y c'est a pas de certain. cloisonnement, c'est-à-dire que c'est pas ce jeu va s'adresser à telle personne ou telle personne, ou alors c'est bien, j'ai mis des grands sabres et puis des mecs super badass parce que. Non, c'est juste parce que c'est cool, quoi. Ouais. Les sabres, c'est cool. Bah oui. Ça, je suis d'accord. Tu avais une question? Non, je disais, la question du public, en fait, tu te l'es posée, puisque justement, tu as fait le choix dans tes œuvres de sortir des sentiers battus, des thèmes typiquement rôlistes, Ouais. justement pour ouvrir le cercle et aller vers ton utopie d'une génération de rôlistes, Alors, dans une génération N+1, N+2. ouais. En fait, c'est vrai que t'as quand même raison. T'as raison. J'ai quand même répondu à cette question dans le sens où, si vous lisez Sphinx ou Monostatos, peut-être La Saveur du Ciel, je sais plus. Et j'essaye d'être très clair. C'est-à-dire que dans Sphinx, je crois que ça commence en disant Sphinx est un jeu pour 3 à 5 participants. Certains des participants, la plupart des participants sont appelés des joueurs, entre guillemets, et il y a un participant qu'on appelle le meneur, entre guillemets. Le meneur, entre guillemets, il fait ça, ça, ça et ça, et les joueurs, ils font ça, ça, ça et ça. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a? Ah non, mais je suis absolument d'accord avec toi, parce Et- que c'est exactement ce que je fais sur les projets sur lesquels je suis en train de travailler. Et ça, je trouve que c'est important parce que, justement, parce que quelqu'un qui fait du jeu de rôle, ça lui ferme pas de porte. Ah bah oui, ça va, je sais ce que c'est qu'un joueur et un meneur. Mais si c'est quelqu'un qui n'a jamais fait de jeu de rôle, il peut entrer dedans. Mon idéal, d'une certaine manière, mais c'est un idéal qui est nécessairement faux, c'est les jeux de société.
savez, dans un jeu de société, il faut rarement apprendre à... Alors oui, il y a des jeux qui sont monstrueusement compliqués, hein, je veux dire, les contrées de l'horreur, où il faut avoir bac plus 5 en maths pour y arriver. Mais si tu suis les règles, on te dit à peu près tout ce qu'il faut faire, quoi. Il n'y a pas à deviner. C'est un idéal qui est impossible en jeu de rôle, parce que justement, le jeu de rôle, Fred dirait, le jeu de rôle est potentialité. C'est-à-dire qu'en fait, le nombre de situations possibles dans un jeu de rôle est virtuellement infini. Même dans un jeu aussi resserré que la Saveur du ciel. Parce que justement, ça tient à la nature du langage. Il y a des choses que je ne peux pas dire, mais il y a... Comment dire ? Je peux former une infinité de phrases avec le langage que j'ai. Je ne sais pas si j'arrive à être clair. Il y a des phrases qui me sont interdites, ou en tout cas qui n'ont pas de sens. Chien bleu, renard coupant. Et encore, ça pourrait être interprété. Mais les phrases que je dis sont infinies. Donc le jeu de rôle est infini, donc ça ne sert à rien que je donne des règles qui soient comme un jeu de société. Mais c'est quand même mon idéal. Il y a quand même une grande précision dans la manière dont tu écris les règles. C'était déjà assez sensible dans Monostatos, et je trouvais que c'était très agréable pour le background notamment, parce qu'on a à la fois quelque chose de très défini et de complètement libre pour le joueur. Et ça, c'était, je pense, vraiment dû à la qualité d'écriture. Et là, dans Sphinx, la manière dont tu fais couler les règles, justement l'explication de ce qu'est un jeu de rôle, c'est assez remarquable, et je trouve ça extrêmement intimidant aussi pour toute personne qui essaie de repasser derrière et de refaire le même machin, parce qu'en fait, c'est vachement bien fait, quoi. C'est vraiment vachement bien fait. Pardon, excuse-moi. Christophe Buckley disait un truc extraordinaire. Ça, c'est une réflexion qu'il a fait un jour à Romaric. Romaric disait, mais comment on définit un jeu de rôle? Tu vois, quand tu écris un jeu de rôle, comment tu définis un jeu de rôle? Puis Christophe lui a dit, la manière la plus évidente, c'est l'œuf de Colomb, quoi. Mais tu décris pas un jeu de rôle, tu décris ton jeu de rôle. Tu vois. Donc, quand je commence à écrire les règles de Sphinx, je dis, ben voilà, mon jeu de rôle se joue comme ça. Il se joue, ça ressemble à une conversation. Si c'est dans la Saveur du ciel, ben c'est un truc à deux, donc c'est encore structuré différemment, donc je ne le présente pas de la même manière. Et comme ça, tu t'évites toutes les emmerdes. Non seulement tu t'évites toutes les emmerdes, mais en plus tu as le plaisir d'expliquer immédiatement à tes joueurs ce qu'il faut qu'ils fassent, comment de les rassurer, quoi. De cette manière, tu leur donnes un harnais et puis tu leur dis, ben voilà comment ça se passe, quoi. Excuse-moi. Non, je me demandais si justement c'était pas un des objectifs de la Forge d'avoir des outils suffisamment précis pour augmenter le taux de parties satisfaisantes quand tu fais une partie de jeu de rôle, quoi. Alors, et justement d'être précis dans les règles. Alors pas nécessairement dans la pardon. D'augmenter peut-être ce taux-là, d'être sûr toi en tant qu'auteur que voilà. Pas nécessairement d'être par la précision, mais en tout cas c'est clair que le fameux article là de System Does Matter de Ron Edwards, le premier truc qu'il dit, c'est cet article s'adresse aux gens qui sont pas satisfaits par leur pratique. Et moi je vais vous proposer des solutions qui sont des solutions pour que vos jeux justement fonctionnent mieux. Et le sous-entendu de ça, c'est ben, si vous êtes satisfait par vos pratiques, ben, ne lisez pas mon article, quoi, voilà. Il faut quand même dire que c'est un fonctionnement qui a une contre. Ça, c'est un truc. Vous connaissez Merci Dorian, l'émission sur le. C'est une émission sur. Dorian, c'est le mec qui. Tu connais Usul? Oui. Ah, Usul, c'est. Bon, Dorian, c'était le type qui écrivait avec lui pour le 3615 Usul. Les 3615 Usul, il y a des jours où je me les regarde simplement pour le plaisir du. Pour le plaisir du plaisir. Toujours est-il qu'il y a un Merci d'Orient où il parle dans les jeux vidéo de l'affordance. L'affordance, c'est un espèce de concept qui dit plus je retrouve des mécaniques de jeux vidéo que je connais déjà, par exemple sauter sur un ennemi, ramasser un item, plus c'est facile pour moi de jouer à un jeu vidéo. D'accord ? Soyons clairs, je pense que la vraie limite de tous mes jeux, et même d'essayer de faire des trucs neufs, c'est que justement on a une affordance qui est très très mauvaise. C'est-à-dire qu'il faut réapprendre à jouer d'une certaine manière entièrement à chaque jeu. Ça, je pense que c'est une vraie... C'est une limite qui est indépassable parce qu'elle est presque dans le choix de faire des jeux avec des mécaniques qui changent radicalement. Et moi, c'est vrai que
Ouais, attends un instant. Quand je aborde un nouveau jeu de rôle, je sais que je vais un nouveau jeu de rôle comme ça, je vais être obligé de chercher d'autres manières de comprendre quelle est cette nouvelle manière de jouer dont l'auteur essaye de me parler. Romaric Briand avec Sens fait un truc assez intéressant puisqu'il commence plus ou moins comme un jeu de rôle traditionnel et puis peu à peu c'est une espèce de piège où toi t'es pas d'accord. Je pense que néanmoins il y a des choses intéressantes dans la manière de faire, dans la pédagogie, d'amener de nouvelles mécaniques, de nouvelles manières de réfléchir au jeu à travers quelque chose qui au départ fait ah non, moi je suis une campagne de science-fiction très classique. Pour faire le lien avec la question du public, moi j'ai le sentiment sur la question des affordances que dans tes jeux, et plus généralement dans les jeux qui ont un propos fort, qui est explicite, les affordances sont aussi piochées dans des domaines extra-ludiques, ce qui permet de connecter avec des gens qui n'ont peut-être pas de référence dans le monde du jeu, mais qui par exemple dans le cas de Monostatos se posent des questions d'activisme. Et ça fait une affordance extrêmement forte, parce que ça prescrit presque une manière de jouer, ou un engagement en tout cas dans la mécanique. Ce qui est plus difficile avec un jeu entre guillemets traditionnel. Oui, mais alors sans doute plus dans la création que dans les règles, tu vois. Tout le monde sait faire un jet de compétences, tu vois. Non. Non. Tout le monde ne sait pas faire un jet de compétences, c'est une abstraction qui est assez délirante en fait. Beaucoup de rôlistes savent faire un jet de compétences. Tous les rôlistes savent faire un jet de compétences, ok. Voilà. Mais Tu vois, à nouveau sur la question Au bout d'un certain temps, oui. tous les rôlistes ne savent pas donner un dé d'offrande comme dans Prosopopée. Oui, mais le concept de dé d'offrande peut être naturel à quelqu'un qui est habitué à animer des débats, par exemple. Ah ouais, d'accord. Moi j'ai une amie, par exemple, dont c'est le métier, et son amie a acheté le jeu Prosopopée, D'accord. et a trouvé des parallèles entre les manières de récompenser les prises de parole pertinentes en groupe, qui sont des techniques de management, entre guillemets, de gestion de gestion de travail ensemble, et il a vu des parallèles saisissants entre cette mécanique et la Prosopopée. Donc c'est bien une affordance extra-ludique qui permet à des gens de s'approprier la problématique du jeu. Mais pourquoi ? Parce que le système exprime le propos du jeu. C'est pas un système gratuit collé sur autre chose. Je trouve ça bluffant comme. Merci comme exemple. Enfin, on va parler à Fred, je pense que ça lui fera plaisir. Mais c'est vrai que j'avais jamais pensé à ça. J'ai pas encore reçu de retour de cuisinier pour la saveur du ciel. Ça viendra peut-être. Je vous propose qu'on arrête là, au moins pour l'enregistrement, et puis on peut continuer autour d'un verre où on osera manger les chips et ça s'entendra pas. Merci beaucoup. Et merci à toi. Merci d'être venu. à tout le monde.